à 72 ans. Madeleine Dubois a été chassée de chez elle par son fils Sébastien, qui a comploté pour vendre ses biens afin de rembourser ses dettes. Mais comment a-t-elle réussi à renverser la situation? Une histoire palpitante et émouvante de trahison, de résilience et de leçons familiales. Regardez maintenant pour découvrir le secret de son combat, pour reconquérir sa maison à Dinan. Mon fils m'a dit: « On a changé les serrures, tu n'habites plus ici. » Mais ensuite, les funérailles de Margot Lefebvre ont été difficiles. Ce n'était pas tant que j'étais particulièrement triste, nous n'étions pas vraiment amis, plutôt des connaissances. Mais à 72 ans, on commence à compter ses pères. Margot était la 3e cette année, et nous n'étions qu'en juin. Je marchais lentement vers ma maison, m'appuyant sur ma canne, séquelle d'une mauvaise chute l'hiver dernier. Le médecin avait dit que la récupération prendrait plus de temps avec l'âge, mais je n'avais pas l'intention d'écouter leurs prédictions sombres. J'avais encore beaucoup à faire dans cette vie, et je ne considérais pas mon âge comme une sentence. La rue des Châtaigniers, où je vivais depuis 38 ans, m'accueillait avec son calme habituel. Dinan avait toujours été une ville paisible, et ce quartier l'était encore plus. Des cottages de style breton, des pelouses soignées, de vieux arbres, mon endroit préféré sur terre. Pourtant, dernièrement, Sébastien avait insisté de plus en plus pour que je déménage quelque part de plus proche. Plus proche signifiait résidence des Lilas, une maison de retraite avec des soins médicaux et une belle vue sur le parc. J'y étais déjà allé pour rendre visite à d'anciens collègues du lycée. Il n'y avait rien de lilas là-dedans, juste une odeur de médicaments et des vies qui s'éteignaient. Je suis monté sur le perron, ai sorti mes clés de mon sac et ai essayé de les insérer dans la serrure. Ça ne tournait pas. J'ai réessayé, en regardant de plus près. Non, man, c'était bien ma clé. Je ne m'étais pas trompé, mais elle ne rentrait pas dans la serrure. Bon sang, quoi encore? Aïe, j'ai marmonné. Vérifiant les autres clés, aucune ne fonctionnait. Les serrures avaient été changées. Je suis resté là, appuyé sur ma canne, essayant de comprendre la situation. Ce ne pouvait pas être une erreur ou un accident. Quelqu'un m'avait délibérément interdit l'accès à ma propre maison. J'ai sorti mon téléphone, l'une des rares choses modernes auxquelles je m'étais habitué. Non, sans difficulté, Sébastien avait insisté pour que j'aie un smartphone. « Maman, comme ça, je peux toujours te joindre, » avait-il dit. Maintenant, je l'appelais. Ça sonnait 1, 2, 3 fois. J'étais sur le point de laisser un message quand il a répondu « Ah, maman !» Sa voix semblait prudente. « Tu es rentrée. » « Je serais rentrée si je pouvais entrer. » Ai-je répondu sèchement. « Mes clés ne fonctionnent pas. » Il y a eu une pause. Je pouvais presque le voir rassembler ses pensées, formuler une réponse. « Oui, nous avons changé les serrures. » A-t-il enfin dit. « J'allais t'appeler. Céline et moi avons discuté de la situation et décidé que c'était pour le mieux. Tu as dit toi-même que tu avais du mal à monter les escaliers. » Ma maison est de plein pied, Sébastien. Lui ai-je rappelé, sentant la colère monter en moi. Les seuls escaliers sont les 5 marches du perron. Tu sais ce que je veux dire. Maman, c'est difficile pour toi de t'occuper de toi-même. Tu as oublié d'éteindre la cuisinière. Je n'ai pas oublié. Ai-je soupiré. Isabelle, ma belle-sœur, avait l'habitude de passer à l'improviste pour vérifier si tout allait bien. Ça m'agaçait, mais je le tolérais pour préserver la paix. Hier, je me suis éloigné de la cuisinière pour répondre au téléphone, mais j'allais revenir dans 1 minute. Apparemment, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Maman, Sébastien, je veux entrer chez moi. Où sont mes nouvelles clés?
Encore une pause, encore plus tendue. Tu n'as pas besoin de clé. Maman, Céline et moi t'avons préparé une chambre chez nous. Et ensuite, nous irons à Résidence des Lilas ensemble. J'ai déjà tout arrangé. Ils viennent d'ouvrir une belle place avec vue sur le jardin. Yingli. J'ai senti mon souffle se couper. Ils avaient tout planifié. Ils avaient attendu que je parte aux funérailles, changer les serrures, probablement en train d'emballer mes affaires à ce moment même, décidant ce dont grand-mère aurait besoin en maison de retraite. Donc, tu me dis que je n'habite plus ici. Ai-je demandé, surprise par le calme de ma voix. Maman, comprends, c'est pour ton bien, tu tombes. Tu oublies de prendre tes médicaments. Tu laisses la cuisinière allumée. Ça, c'est très courageux de ta part. L'ai-je interrompu? Quoi? J'ai dit, c'est très courageux d'expulser ta mère de sa propre maison sans prévenir. Quoi d'autre? Me déclarer inapte et prendre mes économies. Maman, il était outré. Comment peux-tu dire ça? Céline et moi ne faisons que veiller sur toi. Bien sûr, mon chéri, ai-je dit, sur le ton que j'utilisais pour calmer les élèves grincheux au lycée. J'apprécie votre sollicitude. Où sont Hugo et Chloé maintenant? La question sur ses petits-enfants l'a déconcerté. Ah, Hugo est au travail. Et Chloé est à l'université avec des cours jusqu'à ce soir. Quel rapport? Juste curiosité, donc il n'y a que Céline à la maison. Oui, elle emballe certaines de tes affaires. Écoute, maman, pourquoi ne viendrais-je pas te chercher ou envoyer Céline? Tu ne veux pas rester debout sur le perron. Ça, ne t'inquiète pas, je trouverai un endroit où passer la nuit. Ai-je répondu? Et demain, nous discuterons de cette affaire de manière plus légale. Maman, tu ne comprends pas? J'ai raccroché, j'ai pris une profonde inspiration et expiré lentement, mais calmement. J'ai regardé autour de moi. Aucun des voisins ne semblait avoir remarqué notre petit drame. Tant mieux. Moins de commérage. Je n'étais pas vraiment prise au dépourvu. Depuis des mois, je remarquais des signes d'un coup d'État imminent. Sébastien parlait de plus en plus souvent de Résidence des Lilas. Céline passait à l'improviste pour vérifier si j'avais pris mes médicaments ou éteint les lumières. Les petits-enfants devenaient de plus en plus insistants en se demandant que va devenir la maison quand tu ne seras plus là, grand-mère. Je n'étais ni aveugle ni sourde. Je voyais les regards avides que Céline lançait sur la porcelaine de ma mère. Je voyais les regards évaluateurs de Sébastien sur les meubles. J'entendais Hugo parler au téléphone avec un ami de la façon dont, après grand-mère, la maison serait une affaire. Le quartier ne ferait que devenir plus cher. J'ai ressorti mon téléphone et composé un autre numéro. Salut, Sophie, c'est Madeleine Dubois. Tu te souviens de moi, ta professeure de maths au lycée? Ah oui, celle qui te faisait faire des exercices supplémentaires le week-end. J'ai souri en écoutant la voix enthousiaste de mon ancienne élève. Écoute, ma chérie, j'ai besoin d'aide et peut-être de tes services professionnels. Léa Simpson. 20 minutes plus tard. Un taxi s'est arrêté. J'ai jeté un dernier regard à ma maison avant de monter dans la voiture. Le soleil du soir dorait les fenêtres et la maison semblait aussi chaleureuse et sûre que jamais, mais maintenant, elle m'était interdite. Du moins pour l'instant, ce n'est pas grave, ai-je pensé. Nous verrons bien. Un plan se formait déjà dans ma tête. Je n'étais pas une vieille femme sans défense qu'on pouvait chasser de chez elle pour du profit. J'étais Madeleine Dubois, enseignante de mathématiques pendant 35 ans, et s'il y avait une matière dans laquelle j'excellais, c'était la logique. J'étais aussi toujours capable de calculer plusieurs coups d'avance. Le taxi s'est éloigné, m'emmenant loin de l'endroit que j'appelais chez moi,
depuis près de 4 décennies. Mais je ne me sentais pas comme une exilée, plutôt comme une stratège se retirant pour se regrouper avant une bataille décisive. Je me souvenais du jour où Antoine, mon défunt mari, et moi avions acheté la maison. J'étais enceinte de 7 mois de Sébastien, et nous étions désespérés de quitter notre appartement exigu pour un endroit où le bébé pourrait grandir avec un jardin et une chambre à lui. L'argent était serré. Le salaire d'une enseignante et d'un assistant bibliothécaire n'était pas généreux, mais mes parents étaient récemment décédés, me laissant un petit héritage, juste assez pour un acompte. Je me souviens d'Antoine s'inquiétant. « Madeleine, es-tu sûre? C'est tout ton argent. Ne peut-on pas trouver moins cher ?» Mais j'avais insisté, c'était la maison parfaite dans l'emplacement parfait, près du lycée où j'enseignais. De plus, mon instinct maternel me disait qu'elle nous apporterait du bonheur, et c'était vrai pendant 8 ans, jusqu'à ce que le cancer emporte Antoine. Et ensuite, j'ai élevé Sébastien dans cette maison toute seule, travaillant à temps partiel pour payer l'hypothèque, vérifiant ses devoirs tous les soirs, même épuisé, cuisinant ses biscuits aux pépites de chocolat préférées chaque week-end. Quand il est parti à l'université, j'ai pris une 2e hypothèque pour payer ses frais de scolarité, et maintenant, il m'avait jeté dehors. Comme si je ne valais rien, le taxi s'est arrêté devant un bâtiment moderne en verre et béton. Le bureau de Laurent et associés était au 8e étage. J'ai payé le chauffeur et, m'appuyant sur ma canne, suis entré dans le hall frais. Eh bien, Sébastien, ai-je pensé en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Tu as choisi cette voie, ne sois pas offensé quand je te rendrai l'appareil. Dans l'ascenseur, j'ai sorti un petit carnet à couverture de cuir usé de mon sac. D'une écriture soignée de professeur, il contenait des dates, des montants et de brèves notes. Un historique des transactions financières de mon fils avec mes comptes au cours des 5 dernières années. Sébastien ne savait pas que je tenais ce carnet, il pensait que j'étais trop vieille et distraite pour remarquer de petits emprunts, comme il les appelait. Quand je lui avais une fois posé une question sur un retrait étrange d'un compte, le bureau de Sophie Laurent était dans le centre d'affaires le plus prestigieux de Dinan, une tour de verre à l'intersection de la place du marché et de la rue des Remparts. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir pour les visiteurs, tenant une tasse de thé que l'assistante de Sophie m'avait offerte. Le bureau était décoré avec goût, austère, mais pas impersonnel, des diplômes et quelques tableaux abstraits, aux couleurs apaisantes, ornaient les murs. Je me souvenais de Sophie comme d'une fille avec 2 couettes et un esprit vif. Elle était toujours la première à lever la main dans ma classe de maths, saisissant les concepts les plus difficiles à la volée. Maintenant, face à moi, se tenait une femme confiante de 42 ans, avec des cheveux courts et un regard pénétrant, mais je la voyais toujours comme cette brillante petite fille du fond de la classe. « Madame Dubois, je n'arrive pas à croire que votre fils ait fait ça. » Sophie a secoué la tête, refermant le carnet où elle notait les détails de ma situation. Ce qu'il a fait est totalement illégal. C'est une occupation illégale, et nous avons toutes les raisons de le poursuivre. Je ne veux pas poursuivre mon propre fils. Sophie, ai-je soupiré? Je veux lui donner une leçon et retourner chez moi à mes conditions. Sophie m'a regardé avec respect. Je vois. Alors, nous rédigerons une lettre ferme exposant les faits de la violation et les conséquences. Ça devrait le ramener à la raison. Mais d'abord, vérifions à qui la maison est officiellement enregistrée. J'ai sorti un dossier de mon sac. Tout est là-dedans. J'ai gardé des copies de tous les documents importants avec moi ces 6 derniers mois, depuis que j'ai remarqué que Sébastien s'intéressait trop à mes finances. Prudente, hocha Sophie.
prenant le dossier. Où logez-vous pour les prochains jours? Dans un hôtel. Je n'ai pas encore décidé. Je pourrais louer une chambre. Bien sûr, n'y pensez même pas, m'a interrompu Sophie. J'ai une chambre d'amis. Vous pouvez rester chez moi aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je ne veux pas vous gêner, ma chérie. Vous plaisantez. Sophie a souri. Vous n'avez pas idée de ce que vos cours ont représenté pour moi. Sans vous, je n'aurais jamais intégré une école de droit. Vous étiez la seule à croire qu'une fille de plombier pouvait devenir avocate. Ces mots faisaient du bien. J'avais toujours essayé de soutenir mes élèves, surtout ceux, comme Sophie, issus de familles modestes. Mais maintenant, je me sentais mal à l'aise. Me retrouvant dans le rôle de celle qui a besoin d'aide, je traverse une période difficile, continua Sophie, comme si elle ressentait ma gêne. Je suis récemment divorcée, donc la maison est un peu vide et silencieuse. J'adorerais que vous me teniez compagnie. Dans ce cas, j'accepte votre offre avec gratitude. Ai-je hoché la tête, mais seulement pour quelques jours, jusqu'à ce que la maison soit réglée. Sophie a de nouveau regardé mes papiers. Ah, d'accord. La maison est entièrement à vous. L'hypothèque est remboursée. Il n'y a pas de privilège. Votre fils a agi de manière totalement illégale, rédigeant une lettre pour lui faire réfléchir aux conséquences. Oh! Le soir, nous sommes arrivés à l'appartement de Sophie, un spacieux logement avec de hauts plafonds et des fenêtres panoramiques donnant sur le parc de la ville. La chambre d'amis était confortable, avec un lit douillet et un bureau près de la fenêtre. « Mettez-vous à l'aise, » dit Sophie, posant mon petit sac sur un pouf près du lit. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Deuxième porte à gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Merci, ma chérie, tu es très gentille. Quand Sophie est sortie, je me suis lentement assise au bord du lit. La journée avait été longue, et la fatigue avait finalement pris le dessus. J'ai sorti une photo encadrée d'argent de mon sac. Le seul objet personnel que j'avais emporté, c'était Antoine et moi, debout, devant notre maison le jour où nous avions reçu les clés, si jeunes, si heureux. Mes pensées sont retournées à ces jours lointains. Antoine travaillait comme assistant bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Dinan, un homme calme, réfléchi, avec des yeux bienveillants et un sourire doux. Nous nous sommes rencontrés là-bas, à la bibliothèque, quand je cherchais du matériel pour mes cours. Il m'a aidé à trouver un livre rare sur l'histoire des mathématiques et une sympathie instantanée s'est créée entre nous. Notre mariage était heureux, mais court. Quand Sébastien a eu 8 ans, on a diagnostiqué à Antoine un cancer du poumon agressif. 6 mois plus tard, il était parti. Je me suis retrouvée seule avec un enfant, une hypothèque et les factures médicales de mon mari. L'assurance a couvert une partie des frais médicaux, mais pas tout. La période la plus difficile de ma vie a commencé. J'ai pris des heures supplémentaires au lycée, donné des cours particuliers le soir et travaillé à temps partiel dans une librairie le week-end. Le sommeil est devenu un luxe, 4 ou 5 heures par nuit, pas plus. Sébastien était un garçon renfermé qui vivait mal la mort de son père. J'essayais de lui accorder autant d'attention que possible, mais souvent, je sentais que j'échouais. Il y avait des moments où, après avoir couché mon fils, je m'enfermais dans la salle de bain et pleurais silencieusement d'impuissance et d'épuisement. Mais nous avons surmonté cela. Quand Sébastien a obtenu son diplôme de lycée, j'avais remboursé mes dettes et même mis un peu d'argent de côté pour ses études. Ce n'était pas assez. Cependant, j'ai dû prendre une deuxième hypothèque sur la maison, mais je n'avais aucun regret. Mon fils a reçu une bonne éducation et est devenu conseiller financier. Au début, il était reconnaissant pour mes sacrifices,
Mais avec le temps, quelque chose a changé. Peut-être était-ce la faute de sa femme, Céline, une femme belle mais froide, qui me regardait toujours comme une nuisance agaçante. Ou peut-être était-ce Sébastien lui-même, son ambition et sa cupidité croissante. Il parlait de plus en plus de mon irrationalité avec mes finances, suggérant qu'il pouvait m'aider avec des investissements. J'ai soupiré et posé la photo sur ma table de chevet. Ce n'était pas le moment de se perdre dans les souvenirs. Je devais me concentrer sur le présent et l'avenir. Le lendemain matin, Sophie m'a conduite à la banque. Je devais vérifier l'état des comptes et peut-être modifier les droits d'accès. « Bonjour, Madame Dubois », m'a accueilli le directeur. Fournier, un homme mince avec une barbe soigneusement taillée. « Que puis-je faire pour vous ? » Je voudrais un relevé de tous mes comptes des 5 dernières années. Je dis, et je dois aussi retirer mon fils, Sébastien Dubois, de la liste des mandataires. Mais, Fournier a haussé les sourcils de surprise, mais n'a rien dit. En une demi-heure, j'avais tous les documents nécessaires prouvant que Sébastien avait régulièrement retiré de l'argent de mon compte. De petites sommes, mais le total était considérable. Maintenant, à la Banque nationale première. Ai-je dit à Sophie, en quittant la banque, j'ai un coffre-fort là-bas, avec des documents importants. Le coffre contenait les actes originaux de la maison, mon testament, et une autre chose importante, un enregistreur audio de la taille d'un paquet de cigarettes. Depuis 3 ans, j'enregistrais chaque conversation avec mon fils et sa famille, non par paranoïa, mais par prudence. Je sentais que les attitudes changeaient et je voulais avoir des preuves, au cas où, au cas où une situation comme celle-ci se présenterait. Il y avait quelque chose de triste à enregistrer mon propre fils, à le surprendre dans ses mensonges et manipulations. Mais je me consolais en pensant que je le faisais, non par vengeance, mais pour me défendre. De retour au bureau de Sophie, nous avons étalé tous les papiers sur son bureau. « C'est impressionnant, Madame Dubois, dit-elle, regardant les relevés bancaires. Vous avez fait beaucoup de préparations. J'ai enseigné les maths pendant 35 ans. Sophie, les chiffres ne me troublent pas facilement. Et ces enregistrements, Sophie a pris l'enregistreur. Êtes-vous sûre de vouloir les utiliser? Cela pourrait ruiner votre relation avec votre fils. » J'ai réfléchi. Étais-je vraiment prête à aller aussi loin? Gardons-les en réserve pour l'instant. Ai-je décidé? Peut-être qu'il suffira de mentionner leur existence. Sophie a hoché la tête et a commencé à rédiger une lettre officielle pendant que je passais en revue les actes de la maison, l'acte de vente, l'accord hypothécaire, les reçus de paiement. Tout était en ordre parfait. La maison m'appartenait, à moi et à moi seule. Et regardez ceci. Sophie m'a tendu un brouillon de la lettre. Elle exposait les faits de la violation de la loi sur l'expulsion illégale, mentionnait les conséquences possibles jusqu'à des poursuites pénales et exigeait le retour immédiat de l'accès à la maison. J'ai lu le texte attentivement. La lettre était impeccablement rédigée, professionnelle, sans émotion, mais avec une indication claire de la gravité de la situation. Ajouter une clause indiquant que je pourrais réclamer une compensation pour préjudice moral et pour tout objet manquant ou endommagé. Ai-je suggéré, et envoyons-la non seulement à Sébastien, mais aussi à son bureau, que ses collègues sachent quel fils attentionné il est aussi. Sophie a souri. Vous voulez vraiment lui donner une leçon, n'est-ce que pas? Je veux qu'il réalise que la vieillesse n'égale pas l'impuissance, et qu'on ne fait pas ça à une mère. Ce même jour, la lettre a été envoyée officiellement par coursier, exigeant la signature du destinataire. Il ne restait plus qu'à attendre la réaction de Sébastien. Le soir, Sophie m'a offert un verre de vin à la justice.
dit-elle, levant son verre. Aux leçons de la vie, ai-je dit, faisant tinter mon verre contre le sien. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville au crépuscule. Sophie m'a parlé de son divorce, de son mari qui préférait une jeune secrétaire, de la lutte pour les biens qu'il partageait, du sentiment de trahison et de solitude. Vous savez, Madame Dubois, vos leçons m'ont aidée dans cette situation, dit-elle. Vous disiez toujours que chaque problème a une solution. Il suffit de trouver la bonne approche. Je suis contente que tu te sois souvenue de cette leçon. Sophie, ai-je souri. Et s'il te plaît, appelle-moi Madeleine. Nous ne sommes plus en classe. D'accord. Madeleine, bégaya-t-elle, peu habituée à dire mon nom. C'est à propos. J'ai fait des recherches sur Résidence des Lilas, cette maison de retraite où votre fils voulait vous envoyer. Savez-vous combien ça coûte d'y vivre? Je suppose. Pas donné. 2,90 € par mois pour le forfait de base. Et ça, sans les soins médicaux. Avec votre blessure. Il proposerait un forfait amélioré, environ 4 500 €. J'ai sifflé. Où Sébastien comptait-il trouver ce genre d'argent? Ma pension ne suffirait pas. De la vente de votre maison. Je pense. Sophie a siroté son vin. J'ai vérifié la valeur marchande des propriétés dans votre quartier. Une maison comme la vôtre vaut maintenant environ 400 000 €. J'ai secoué la tête. Le chiffre semblait irréel. Quand Antoine et moi avions acheté la maison, elle valait seulement 38 000 €. Donc, mon fils prévoyait de vendre ma maison, de me mettre à Résidence des Lilas et de prendre le reste de l'argent pour lui. Très probablement. Hocha Sophie. Et à en juger par ses relevés bancaires, il est en difficulté financière. Ses emprunts sur vos comptes. Ils ont augmenté ces derniers mois, n'est-ce pas? J'ai regardé mes registres. En effet, Sébastien avait retiré plus d'argent de mes comptes au cours des 6 derniers mois que pendant les 2 années précédentes. Oui, tu as raison. Mais pourquoi aurait-il des problèmes? Il est un conseiller financier prospère. Sa femme travaille. Chiche, peut-être vivent-ils au-dessus de leurs moyens. Haussa Sophie et les épaules. Ou il a fait de mauvais investissements. Dans tous les cas, cela expliquerait son désir soudain de vous mettre en maison de retraite. J'ai réfléchi. Sébastien avait toujours aimé vivre grand. Les derniers gadgets, les restaurants chers, les vacances uniquement dans des hôtels 5 étoiles, peut-être que ses revenus ne suivaient pas ses dépenses. Eh bien, maintenant, je suis encore plus curieuse de savoir ce qu'il fait dans ma maison. Ah, et je dis, penses-tu qu'il a reçu la lettre? Un coursier devait la livrer cet après-midi, sinon à Sébastien personnellement, du moins à un de ses collègues. Dans tous les cas, nous connaîtrons bientôt sa réaction. J'ai imaginé Sébastien lisant la lettre, écrite sur du papier à en-tête d'un cabinet d'avocats, et son visage passant de la surprise à la colère, puis à la peur. Je ne sais pas pourquoi, mais cette image m'a procuré une certaine satisfaction. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité, j'ai rêvé de la maison, vide, avec les portes grandes ouvertes, comme si elle criait à l'aide. Je déambulais dans les pièces, cherchant quelque chose d'important, mais je ne me souvenais pas de quoi. Je me suis réveillée tôt, avec un sentiment d'inquiétude, au petit déjeuner. Sophie m'a dit que son assistante avait découvert quelque chose d'intéressant. Sébastien a pris un congé au travail, disant qu'il avait une urgence familiale. Donc, il a reçu la lettre. Ai-je hoché la tête. Et maintenant, il cherche probablement frénétiquement une issue, où il fouille votre maison à la recherche des documents que vous avez soigneusement emportés avec vous. Ajouta Sophie.
J'ai imaginé Sébastien renversant les tiroirs, regardant sous les matelas, tapotant les murs à la recherche de cachettes. Ça m'a fait rire et m'a attristé en même temps. Ça, qu'il cherche, ai-je dit. Tout ce qui est important est déjà ici avec moi. Et le reste, ce ne sont que des objets. Je n'aime pas qu'il fouille comme ça. Sophie a froncé les sourcils. Mais peut-être devrions-nous appeler la police. Techniquement, il s'introduit dans la maison d'autrui. J'ai secoué la tête. Ne faisons pas encore intervenir la police. C'est mon fils. Quoi qu'il arrive, donnons-lui une chance de réparer ses torts. Sophie a accepté à contre-cœur. Après le petit déjeuner, elle est partie au bureau, et je suis restée dans son appartement. Je devais réfléchir aux prochaines étapes. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le parc de la ville en bas, des enfants jouer sur l'aire de jeu, des jeunes mères discuter sur les bancs, des personnes âgées se promener lentement sur les allées, la vie ordinaire, suivant son cours, et seule ma vie avait soudainement déraillé. My sœur. Étrangement, je ne me sentais pas victime. Plutôt, je ressentais une montée d'énergie que je n'avais pas connue depuis longtemps. C'était comme si cette situation avait réveillé en moi quelque chose qui sommeillait depuis longtemps, l'esprit de combat, la détermination, la clarté d'esprit, des qualités qui avaient toujours été en moi, mais qui s'étaient émoussées au fil des années sous le poids de la routine et de la solitude. Sébastien Dubois se considérait comme un homme accompli. À 48 ans, il avait tout ce qu'un homme prospère devrait avoir. Un emploi prestigieux de consultant financier, une belle épouse, 2 enfants, une maison dans un bon quartier et un SUV de gamme. Il était respecté par ses collègues. Les serveurs des restaurants chers s'inclinaient devant lui et les concierges des hôtels souriaient à son nom. Il était Sébastien Dubois, un homme qui savait toujours exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Mais maintenant, assis au volant de sa voiture dans le parking souterrain d'un immeuble de bureau, il sentait cette image s'effondrer sous ses yeux. Dans ses mains, il tenait une enveloppe livrée 1 heure plus tôt par un coursier en pleine réunion avec un client important. L'enveloppe portait le logo de Laurent et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus réputés et coûteux de Dinan. Sébastien n'a pas ouvert la lettre tout de suite. Quelque chose lui disait qu'il n'aimerait pas son contenu. Il l'a mise de côté et a essayé de se concentrer sur la présentation, mais ses pensées revenaient sans cesse à la lettre, et finalement, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a écourté la réunion, invoquant une urgence familiale. Maintenant, assis dans le silence de sa voiture, il a enfin ouvert l'enveloppe. La lettre était rédigée dans un langage juridique sec, mais son sens était clair. Sébastien était accusé d'avoir illégalement expulsé sa mère, Madeleine Dubois, de sa propre maison au 15 rue des Châtaigniers. Il était accusé de violer plusieurs articles du Code civil, ainsi que d'une possible fraude liée à des retraits non autorisés des comptes de Madeleine Dubois. La lettre se terminait par une exigence de restituer immédiatement les clés de la maison à la propriétaire légitime et un avertissement que, en cas de refus, l'affaire serait transmise aux autorités pour des poursuites pénales. Sébastien a relu la lettre 2 fois, incapable de croire ses yeux. Comment sa mère, qui peinait à utiliser un téléphone portable, connaissait-elle une avocate de ce calibre? Et comment savait-elle pour les retraits? Il avait toujours été prudent, prenant de petites sommes qu'il pensait que sa mère ne remarquerait pas. C'était juste des emprunts. Il avait l'intention de les rembourser dès que ses investissements commenceraient à rapporter les rendements promis. Bon sang, murmura Sébastien, froissant la lettre. Il a démarré la voiture et est sorti du parking, dépassant la limite de vitesse. Il devait parler à Céline immédiatement. Une autre surprise l'attendait à la maison. La même enveloppe était sur la table basse du salon.
Un coursier l'a apportée il y a environ 1 heure, dit Céline, observant la réaction de son mari. Je ne l'ai pas ouverte. Que se passe-t-il? Sébastien. Il lui a silencieusement tendu sa lettre, déjà froissée. Céline l'a parcourue rapidement des yeux, et son visage impeccable s'est tordu de colère. Ça ne peut pas être vrai. Elle se souvient à peine quel jour on est. Et soudain, elle engage une avocate. Quelqu'un l'aide. C'est évident. Sébastien s'est effondré dans un fauteuil, sentant la panique monter en lui. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Tout devait se passer sans accroc. Sa mère déménageant en maison de retraite. La maison vendue. L'argent allant sur un compte qu'il contrôlait en tant que mandataire. Une partie de l'argent irait réellement à l'entretien de sa mère. Et le reste? Eh bien, le reste l'aiderait à sortir du gouffre financier dans lequel il s'était mis avec ses investissements ratés. Il faut faire quelque chose. Céline faisait les 100 pas dans la pièce, tapant nerveusement des talons sur le parquet. « As-tu appelé ta mère ?»« Ça, là, non. »« Pas encore. Je voulais d'abord te parler. »« Alors, appelle-la. Découvre quel jeu elle joue. » Sébastien a sorti son téléphone portable et composé le numéro de sa mère. De longues sonneries. Pas de réponse. Il a réessayé. Même résultat. Elle ne répond pas, dit-il, jetant le téléphone sur le canapé. Je t'avais dit qu'on aurait dû faire les choses différemment. Céline a croisé les bras sur sa poitrine. J'aurais dû la convaincre progressivement qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Lui montrer à quel point elle serait bien à Résidence des Lilas. Et toi, tu as décidé de tout faire d'un coup? Ne commence pas, rétorqua Sébastien. Si on avait suivi ton plan, on y serait encore dans 6 mois. J'ai besoin de l'argent maintenant. Toi, toujours toi, s'exclama Céline. As-tu pensé à nous? Que va-t-il arriver à notre réputation si ça va au tribunal? Que diront les gens quand ils apprendront que Sébastien Dubois, le consultant financier prospère, a chassé sa propre mère de chez elle? Sébastien a blanchi. Il n'avait pas vraiment pensé à cet aspect des choses. La réputation était une partie importante de son entreprise. Les gens lui confiaient leur argent, en partie, parce qu'ils le voyaient comme un homme de famille responsable. Si cette histoire se répand, il faut réunir un conseil de famille tout de suite, décida-t-il. Appelle Hugo et Chloé. Dis-leur de venir le plus vite possible. 2 heures plus tard, la famille était réunie dans le salon. Hugo, le fils aîné, était arrivé en hâte du bureau de l'entreprise technologique où il travaillait comme manager junior. Chloé, la fille de 19 ans, était venue de l'université, mécontente d'avoir dû manquer une fête. Donc, grand-mère a engagé une avocate et menace de poursuivre papa, résuma Chloé, après avoir écouté le récit décousu de son père. Franchement, je ne suis pas surprise. Que veux-tu dire? Fronça Sébastien. Eh bien, on l'a pratiquement chassé de sa propre maison, haussa Chloé les épaules. Je serais furieuse aussi. Nous ne l'avons pas fait, s'indigna Céline, et nous lui avons proposé un logement plus adapté à son âge et à sa santé. Allons, maman. Chloé a levé les yeux au ciel. Nous savons tous que ce n'était pas une proposition. Papa a changé les serrures. Pendant que grand-mère était à un enterrement, c'est assez dur. Sébastien a regardé sa fille avec étonnement. Quand avait-elle eu le temps de devenir si directe? Il n'y a pas si longtemps, Chloé était entièrement de leur côté, hochant la tête quand ils discutaient de la distraction croissante de grand-mère et rêvant de vendre la maison pour acheter un yacht. La question n'est pas de savoir si nous avons bien ou mal agi, intervint Hugo. La question est de savoir quoi faire ensuite. Je suggère de rendre les clés à grand-mère et de s'excuser
Faisons comme si c'était un malentendu. On malentendu. Ça, s'indigna Céline. Après une lettre officielle d'une avocate, ça ressemblerait à un aveu de culpabilité. Ne sommes-nous pas coupables? Demanda Hugo. Sébastien soupira. Le conseil de famille ne se passait pas du tout comme il l'avait prévu. Au lieu de se rallier face à la menace, ils ont commencé à se disputer entre eux. D'accord, calmons-nous, dit-il. Levant les mains, nous devons décider quoi faire avec cette lettre. Je vais essayer de recontacter ma mère et lui expliquer la situation. Quelle situation? Ricana Chloé. Qu'on voulait vendre sa maison pour payer tes dettes? Sébastien a fixé sa fille. Quoi? Comment as-tu? Je ne suis pas aveugle. Papa. Chloé a croisé les bras sur sa poitrine. J'ai vu les factures qui arrivent à ton nom. Les créanciers n'écrivent pas des cartes de vœux. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Céline a regardé son mari, comme si elle le voyait pour la première fois. Quel créancier? Demanda-t-elle froidement. Tu as dit qu'on économisait temporairement à cause de la volatilité du marché. Sébastien a senti une sueur froide couler dans son dos. Ce n'était certainement pas quelque chose qu'il avait prévu de discuter aujourd'hui. C'est une longue histoire, dit-il. Occupons-nous d'abord du problème de maman. Non, je veux savoir maintenant, insista Céline. À quel point est-ce grave? Sébastien a capitulé. Je dois environ 180 000 €. Les investissements que j'ai faits l'année dernière dans une start-up, Invest Lumière, se sont révélés moins sûrs que je ne le pensais. 180.000 €. Céline a bondi du canapé. Tu as investi 180 000 € dans une start-up et tu ne m'as rien dit. Ce n'était pas un pari, c'était une entreprise technologique prometteuse qui devait croître au moins 5 fois. Mon Dieu! Céline s'est couvert le visage de ses mains. Tu as investi nos économies dans une start-up. Toi, le conseiller financier qui disait toujours à ses clients de diversifier et d'être prudent. Techniquement, ce n'était pas seulement nos économies, intervint Hugo. À en juger par la lettre de l'avocate, l'argent de grand-mère était là aussi. Sébastien a lancé un regard annihilant à son fils. J'allais tout rembourser. Dès que la maison serait vendue, qui ne t'appartient pas, termina Chloé pour lui. Mon Dieu, c'est un cauchemar, gémit Céline. On pourrait être poursuivi, tu pourrais perdre ta licence. Tout le monde va le savoir. Personne ne va le savoir. Cria Sébastien. On va régler ça. Je vais parler à ma mère, lui expliquer la situation. Elle comprendra. Tu penses vraiment que grand-mère vendrait sa maison pour couvrir tes dettes après que tu l'as chassée? Demanda Hugo incrédule. Sébastien n'a pas répondu. À vrai dire, il n'y croyait plus lui-même, mais il lui était impossible d'admettre qu'il s'était piégé lui-même et sa famille. Je dois la voir, dit-il enfin. Je dois lui parler en personne. Sais-tu où elle est? Demanda Céline. Non, mais je le découvrirai. Elle n'a pas pu aller loin. Peut-être chez son amie Monique, suggéra Chloé. Elles vont souvent ensemble à leur club de lecture. Bonne idée, hocha Sébastien. Je vais appeler Monique. Mais Monique ne savait rien des allées et venues de Madeleine. Pas plus que ses autres amis que Sébastien a appelé au cours de l'heure suivante. Il semblait que sa mère avait tout simplement disparu. Elle ne peut pas juste disparaître, dit-il irrité, rangeant le téléphone après un autre appel infructueux. Quelqu'un doit savoir où elle est. Est cette avocate? Suggéra Hugo. Laurent, c'est ça? Peut-être devrions-nous essayer de la contacter. Ça, Annie, elle, corrigea Sébastien. Oui,
Sophie Laurent. Elle est assez connue en ville, a gagné des affaires importantes contre des entreprises. J'ai lu sur elle dans la revue des affaires. Ça. Sébastien s'est figé. Sophie Laurent. Le nom lui semblait vaguement familier. Attends, dit-il lentement. Sophie Laurent. Elle est allée au lycée de Dinan. Aucune idée. Haussa Hugo les épaules. Pourquoi? Si c'est la même Sophie Laurent. Elle était une élève de maman. Sébastien a blanchi encore plus. Maman était toujours fière d'elle, disait que Sophie avait un esprit brillant et ferait une grande avocate. Attends une minute, intervint Céline. Tu me dis que ta mère est amie avec l'une des meilleures avocates de la ville, et tu n'y as pas pensé, quand tu planifiais ton coup. Sébastien s'est effondré dans son fauteuil, sentant ses forces l'abandonner. Non, il n'avait certainement pas pris ce facteur en compte, ni beaucoup d'autres choses. Grand-mère a toujours gardé contact avec ses anciens élèves. Dites, Chloé, tu te souviens de ce type de l'Agence spatiale européenne qui lui a rendu visite pour Noël il y a 2 ans, ou de cette chirurgienne qui l'a conseillé après sa chute? Grand-mère connaît des tonnes de gens qui ont réussi. Sébastien s'en souvenait. Sa mère entretenait effectivement des relations avec beaucoup de ses anciens élèves qui semblaient avoir une réelle affection et du respect pour elle, pas comme son propre fils. Je vais appeler le bureau de Laurent, décida-t-il. Je vais essayer de prendre un rendez-vous. Maquette idée a échoué. La secrétaire l'a poliment informé que mademoiselle Laurent n'acceptait pas les appels de M. Dubois et lui a conseillé de lire la lettre et de se conformer à ses exigences. Que va-t-on faire? Demanda Céline, alors que Sébastien jetait le téléphone avec rage. Je ne sais pas, cria-t-il. Je ne sais simplement pas. La situation semblait sans espoir. Sa mère, qu'il pensait être une vieille femme sans défense, était soudainement un pas devant lui. Elle avait une avocate puissante, des preuves de ses fraudes financières et apparemment une détermination à lui donner une leçon. Peut-être devrions-nous juste abandonner, suggéra Hugo, rendre les clés à grand-mère, s'excuser et espérer qu'elle ne nous poursuive pas. Sébastien voulait objecter, dire que ce n'était pas si simple, qu'ils devaient vendre la maison pour rembourser leurs dettes. Mais il a soudain réalisé qu'il était acculé. Toute action qu'il entreprendrait ne ferait qu'aggraver les choses. D'accord, dit-il enfin. Je rendrai les clés et je vais essayer de lui parler. Et les dettes, rappela Céline. Je trouverai quelque chose, dit Sébastien incertain. Peut-être que je prendrai un prêt sur notre maison. Notre maison? Céline a bondi. N'y pense même pas. Je ne te laisserai pas risquer le toit au-dessus de la tête de nos enfants pour tes investissements fous. Alors, que proposes-tu? Cria Sébastien. Enfin, je n'ai pas 180 000 euros. Je risque la faillite, peut-être même la prison. Si on découvre que j'ai utilisé des fonds de clients. Une silence de mort s'est installée dans la pièce. Céline a fixé son mari avec des yeux grands ouverts. C'est des fonds de clients, murmura-t-elle. Tu as utilisé l'argent des clients pour tes investissements? Sébastien a réalisé qu'il avait dit quelque chose de trop. Il n'avait pas l'intention de l'admettre, même à sa femme. C'était des emprunts temporaires, marmonna-t-il. Je prévoyais de tout rembourser avant l'audit annuel, avec des intérêts. Mon Dieu! Céline s'est effondrée sur le canapé, comme si ses jambes avaient cessé de la porter. C'est la fin. Nous sommes ruinés. Tu vas en prison. Que vais-je dire aux gens? Comment vais-je regarder mes parents dans les yeux? Sébastien n'a pas répondu. Il fixait la lettre de l'avocate sur la table basse
essayant de déterminer le moment où sa vie avait déraillé. Quand avait-il décidé qu'il pouvait battre le marché, quand il avait emprunté pour la première fois l'argent des clients, ou quand il avait commencé à voir sa mère, non comme celle à qui il devait tout, mais comme un fardeau et une source potentielle d'argent, il ne savait pas, mais avec chaque minute qui passait, il réalisait de plus en plus clairement quelle grave erreur il avait commise en sous-estimant sa mère et en surestimant sa propre ruse. Le café de la place avait toujours été mon endroit préféré à Dinan. Un petit lieu cosy avec des tables en bois, une lumière douce et l'arôme des pâtisseries fraîches. J'y venais le samedi pour prendre une bonne tasse de thé, lire un livre et m'échapper de la vie quotidienne pendant 1 heure ou 2. C'était aussi là que je fêtais la fin de l'année scolaire avec mes collègues, où j'emmenais Sébastien enfant pour les occasions spéciales, et où j'avais célébré son admission à l'université. Aujourd'hui, j'y retournais dans un tout autre rôle, non pas comme une habituée, mais comme participante à un conflit familial à résoudre. Sophie marchait à mes côtés, posée et confiante, dans son tailleur, ivoire parfaitement ajusté, mon ancienne élève et maintenant mon avocate. « Es-tu sûre d'être prête pour cette conversation ?» demanda-t-elle, tenant la porte pour moi. « Nous pouvons reporter la réunion. Si tu as besoin de plus de temps, plus on repousse, plus ce sera difficile. » ai-je répondu en entrant dans le café. D'ailleurs, j'ai assez préparé. Sophie a hoché la tête avec compréhension. Pendant ces jours passés dans son appartement, nous avions soigneusement élaboré la stratégie pour la réunion à venir. Chaque mot, chaque document, chaque enregistrement audio, tout était prêt pour la bataille. J'ai repéré Sébastien tout de suite. Il était assis à la table du fond, tapotant nerveusement des doigts sur sa tasse de café. Il n'avait pas bonne mine, costume froissé, cerné sous les yeux, barbe clairsemée sur son visage habituellement bien rasé. On dirait que les derniers jours n'avaient pas été faciles pour lui. Eh bien, il avait choisi ce chemin. « Bonjour, Sébastien, » ai-je dit en m'approchant de la table. « Ça ne te dérange pas. Si mademoiselle Laurence et moi nous asseyons… » Mon fils a sursauté et levé les yeux. Il devait être si plongé dans ses pensées qu'il n'avait pas remarqué notre approche. Maman !» Il s'est levé, renversant maladroitement la tasse. Le café s'est répandu sur la table. « Oui, je suis content que tu sois venu. » Il a tendu les bras pour m'enlacer, mais j'ai reculé d'un pas. Ce n'était pas le moment pour des affections feintes. « Asseyons-nous, » dit Sophie, faisant signe à la serveuse, « et apportez-nous des serviettes, s'il vous plaît. » Nous nous sommes installés à la table. J'ai sorti une petite boîte de mon sac et l'ai posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sébastien, regardant la boîte avec suspicion. « Un magnétophone. » Ai-je répondu. « Ah, ça te dérange. Si j'enregistre notre conversation… » Pourquoi ? Il a souri nerveusement. « On ne fait que parler en famille. » En famille, ai-je répété, allumant l'enregistreur. Choix de mots intéressants, vu les circonstances. La serveuse a apporté des serviettes et a essuyé le café renversé. Nous avons commandé du thé pour moi, de l'eau minérale pour Sophie et un autre café pour Sébastien. « Ah, maman, écoute, » commença Sébastien, alors que la serveuse s'éloignait. « Je sais que ce que j'ai fait était imprudent, mais j'ai agi de bonne foi. J'étais inquiet pour ta sécurité, pour ta santé. » « S'il te plaît, » j'ai levé la main, arrêtant son flot de paroles. « Laissons ça là. Tu n'étais pas inquiet pour ma santé quand tu as changé les serrures de ma maison. Pendant que j'étais à l'enterrement d'une amie, tu étais inquiet pour tes problèmes financiers. » Sébastien a blanchi. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »
Monte à 6 000 € de dettes, Sébastien. Ai-je dit calmement. Des investissements dans Invest Lumière ratés, l'utilisation de fonds de clients, des problèmes juridiques possibles, n'est-ce pas? Ses yeux se sont élargis de surprise. Où as-tu? Peu importe. L'ai-je interrompu? Ce qui compte, c'est que tu as décidé de résoudre tes problèmes à mes dépens. Vendre ma maison, me mettre en maison de retraite et utiliser le reste de l'argent pour couvrir tes dettes. Il s'est resté silencieux, les yeux baissés. C'était plus éloquent que n'importe quel aveu. Maman, j'allais te rembourser, dit-il enfin. Ça, dès que mes affaires iraient mieux, comme tu as remboursé l'argent que tu prenais sur mes comptes depuis 5 ans, ai-je demandé, sortant des relevés bancaires de mon sac. Ah, tiens, par exemple, tu as retiré 450 € le 23 mars, encore 6,30 le 10 avril, et encore 80 le 1er mai. C'était aussi un emprunt temporaire. Sébastien a regardé les relevés avec horreur. Je ne comprends pas comment tu... Comment je savais? J'ai souri. Ah. Sébastien, j'ai enseigné les maths pendant 35 ans. Tu penses que je ne remarquerai pas l'argent disparaissant régulièrement de mes comptes? J'ai tout vu. À chaque fois, j'attendais juste que tu sois honnête et que tu expliques pourquoi tu avais besoin de cet argent. Mais tu n'as rien dit et tu as continué à prendre. J'allais tout rembourser, répéta-t-il, comme un disque rayé. Bien sûr, ai-je hoché la tête, comme les 72 000 € que tu as pris, soi-disant pour investir, pour moi il y a 3 ans. Où sont-ils? Sébastien, où sont mes 72 000 €? Il restait silencieux. Détournant le regard, Sophie observait silencieusement notre conversation, prenant parfois des notes dans son carnet. Tu sais ce qui est le plus triste? ai-je continué. Si tu étais simplement venu me voir et avais été honnête sur tes problèmes, je t'aurais aidé. Tu es mon fils. Je t'ai toujours soutenu. Mais tu as choisi d'agir dans mon dos, de me tromper et ensuite de me chasser de ma propre maison. Je ne t'ai pas chassé, s'indigna Sébastien. Je t'ai proposé de vivre avec nous et ensuite de déménager à Résidence des Lilas, pour 400 € par mois. Ai-je précisé? Et combien de temps comptais-tu payer pour mon séjour là-bas? Un. Deux. Et ensuite quoi? Ça. Sébastien n'a pas répondu. Nous savions tous les deux la réponse. Dubois, intervint Sophie. Nous ne sommes pas ici pour vous blâmer. Nous voulons trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Quelle est solution? Ricana-t-il amèrement. Je suis endetté de 180 000 €. Je pourrais aller en prison. Si on découvre que j'ai utilisé des fonds de clients, je pourrais perdre ma licence. La seule solution est de vendre la maison de ma mère. Non, ai-je secoué la tête. Ma maison n'est pas à vendre. Jamais. Alors, que suggères-tu? Il criait presque, attirant l'attention des autres clients. Que je fasse faillite, que j'aille en prison, c'est ce que tu veux. Maman? Non, ai-je répondu calmement. Je veux que tu réalises que ce que tu as fait était mal et je veux que tu répares tes erreurs. Comment? Il a levé les mains. Je ne peux pas sortir 180 000 € de nulle part. Dubois. Intervint de nouveau Sophie. Nous avons préparé une proposition qui pourrait aider à résoudre votre problème. Mais d'abord, il y a quelques autres choses que nous aimerions clarifier. Elle a sorti un dossier de documents de sa mallette. Dites-moi, avez-vous déjà dit à votre famille comment la maison de votre mère a été achetée? Sébastien a froncé les sourcils. Quel rapport?
Répondez juste à la question, insista Sophie. Eh bien, mes parents l'ont acheté peu après ma naissance. Haussa Sébastien les épaules. Mon père travaillait à la bibliothèque, ma mère au lycée. Ils avaient économisé longtemps pour un acompte. Ce n'est pas tout à fait vrai, ai-je dit. La maison a été achetée avec l'argent de la vente de la propriété de mes parents. Ton père travaillait à la bibliothèque et moi au lycée, mais nos salaires suffisaient juste à payer l'hypothèque et les dépenses de base. L'acompte, 40% de la valeur de la maison, a été entièrement payé avec mon argent. Et alors? Demanda Sébastien, perplexe. Alors, tu as dit à ta femme et à tes enfants pendant des années que la maison était un héritage de ton père. Ai-je répondu qu'il était celui qui avait fourni un toit à la famille, que c'était son mérite? Je n'ai jamais dit ça. Si, j'ai sorti un petit enregistreur de mon sac. Écoutons. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de Sébastien s'est fait entendre. Mon père a acheté cette maison. Il s'est tué au travail pour nous offrir un endroit où vivre. Et maintenant, ma mère est juste là, seule, occupant 4 pièces qui pourraient rapporter beaucoup d'argent si elles étaient vendues. J'ai appuyé sur pause. C'était une conversation que j'ai eue avec Isabelle il y a 2 mois. Ai-je expliqué? Vous dîniez dans le jardin et je rentrais par la cuisine. Vous ne m'avez pas remarqué. Sébastien fixait l'enregistreur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Tu enregistrais nos conversations, murmura-t-il. Depuis combien de temps? 3 ans. Ai-je répondu? Depuis que j'ai remarqué l'argent disparaître de mes comptes, depuis que tu as commencé à dire à Isabelle et aux enfants que j'étais de plus en plus distraite et avais besoin de surveillance, depuis que vous avez commencé à discuter de la vente de ma maison, comme si j'étais déjà morte. J'ai appuyé sur un autre bouton de l'enregistreur. Maintenant, Céline parlait. Elle ne peut pas vivre seule. C'est dangereux. S'il lui arrive quelque chose, on nous le reprochera. Il vaut mieux la mettre en maison de retraite, où des professionnels s'occuperont d'elle, et vendre la maison. Elle est trop grande pour une seule personne, de toute façon. La voix de Sébastien à nouveau. J'ai déjà vérifié les prix à Résidence des Lilas. Le forfait de base est de 2 700 € par mois. Si tu vends la maison pour 400 000, tu peux payer ses frais de séjour pour quelques années à l'avance. Et le reste de l'argent. J'ai éteint l'enregistrement. J'ai des dizaines de ces conversations. Ai-je dit? Où vous discutez de ma vieillesse, de ma démence, de mon incapacité à vivre seul. Ou toi, Sébastien, convainc tes enfants que je suis devenu un fardeau. Sébastien était assis, la tête baissée, les épaules affaissées, comme si tout l'air avait été vidé de lui. « Pourquoi fais-tu ça, maman ?» demanda-t-il doucement. « Pour m'humilier? Pour te venger? » Non. Ai-je secoué la tête? Pour me protéger et pour te faire réaliser que je ne suis pas une vieille femme impuissante qu'on peut tromper et jeter dehors. Je suis toujours ta mère, Sébastien, et je mérite du respect. Un silence s'est installé dans le café. Même les autres clients semblaient s'être tus, sentant l'attention à notre table. « Que veux-tu de moi ?» demanda enfin Sébastien. « Que je m'excuse. » « D'accord, je m'excuse. Ce que j'ai fait était mal. Je n'aurais pas dû changer les serrures. Je n'aurais pas dû prendre ton argent. Je l'admets. Quoi d'autre? Je veux que tu me rendes les clés de ma maison. Ai-je dit? Et je veux que tu dises la vérité à ta famille. Toute la vérité sur l'argent, sur la maison, sur tes dettes. Et comment tu comptais résoudre tes problèmes à mes dépens. Et en échange, il a levé les yeux. M'aideras-tu avec mes dettes? Non.
Ai-je secoué la tête? Je ne paierai pas pour tes erreurs. Sébastien, mais j'ai une autre proposition. J'ai fait un signe à Sophie, et elle a sorti un autre dossier de sa mallette. Nous avons examiné votre situation financière, Dubois, dit-elle, et nous avons élaboré un plan pour restructurer votre dette. Vous pouvez vendre votre participation dans la société d'investissement, ce qui rapportera environ 108 000 euros. Le reste peut être couvert en vendant votre voiture et certains autres actifs, vendre ma participation dans l'entreprise. Sébastien l'a regardé avec horreur. C'est l'œuvre de ma vie. J'ai construit cette entreprise pendant 15 ans. Avez-vous d'autres suggestions? Des manques d'Asophie, considérant que, en cas de divulgation des informations sur le détournement de fonds de clients, vous perdriez non seulement l'entreprise, mais pourriez aussi faire l'objet d'une enquête. Sébastien est resté silencieux, contemplant la situation. Je pouvais voir les émotions changer dans ses yeux. Colère, peur, désespoir, et enfin, résignation. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Ricana-t-il amèrement. Il y a toujours un choix, ai-je répondu. Tu peux refuser notre proposition. Tu peux continuer à chercher des moyens de prendre ma maison. Tu peux même essayer de me faire déclarer inapte, bien que, vu les preuves que nous avons, ce serait difficile, mais tu peux aussi accepter de l'aide et réparer tes torts. De l'aide? Il a ricané. Tu appelles ça de l'aide? Vous me forcez pratiquement à vendre l'œuvre de ma vie. Nous vous offrons une sortie d'une situation que vous avez créée vous-même, dit Sophie calmement. L'alternative est la faillite et une possible poursuite pénale. Sébastien a passé sa main sur son visage, comme pour effacer sa fatigue. J'ai besoin de réfléchir, dit-il, et de parler à Céline. Guy? Bien sûr, ai-je hoché la tête? Mais garde à l'esprit que cette offre est limitée dans le temps. Tu as 3 jours pour y réfléchir. Et ensuite quoi? Il m'a regardé avec défi. Vas-tu me poursuivre? Vas-tu envoyer ces enregistrements à la police, à l'autorité des marchés financiers? J'espère que ça n'en arrivera pas là, ai-je dit doucement. Tu es mon fils, Sébastien. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Et je veux le meilleur pour toi, mais je veux aussi que tu comprennes que tes actions ont des conséquences, et parfois, tu dois payer pour tes erreurs. Il a hoché la tête, sans me regarder. J'ai compris, 3 jours. Ça est une dernière chose. Ai-je ajouté? Je veux que tu rendes les clés de ma maison aujourd'hui. Sébastien a sorti un trousseau de clés de sa poche et l'a posé sur la table. Voilà, c'est tout, dade. Oh, non. Ai-je secoué la tête? Il y a autre chose que je veux que tu comprennes. Je me suis penché vers lui et ai baissé la voix, pour ne pas être entendu des tables voisines. La maison n'a jamais été l'héritage de ton père. Sébastien, c'était ma maison dès le début. Je l'ai achetée avec l'argent que mes parents m'ont laissé. J'ai remboursé l'hypothèque, tout en travaillant à temps partiel après la mort de ton père. J'ai pris une 2e hypothèque pour payer tes frais de scolarité. J'ai mis non seulement de l'argent dans cette maison, mais un morceau de mon âme, et je ne laisserai ni toi ni personne d'autre me la prendre. Sébastien m'a regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. Il y avait de la surprise dans ses yeux et quelque chose d'autre. Peut-être une prise de conscience tardive. Je ne savais pas, marmonna-t-il. Pour l'argent de tes parents, pour le 2e prêt, papa n'a jamais dit. Ton père est mort quand tu avais 8 ans. Lui ai-je rappelé? Il n'a pas eu le temps de te dire beaucoup de choses, mais j'étais là pour toi toutes ces années. Tu aurais pu simplement me demander. Il a hoché la tête, baissant les yeux. Je suis désolé. Maman, vraiment. Je sais,
J'ai posé ma main sur la sienne, et je crois que tu peux réparer tes erreurs. Pas pour moi, mais pour toi et ta famille. Burns. C'était la fin de notre réunion. Sébastien est parti en premier, laissant l'argent du café et la clé de ma maison intacts sur la table. Sophie et moi sommes restés un moment, finissant notre thé. Tu as été formidable, dit-elle avec respect. Ferme, mais juste. Je veux juste qu'ils comprennent. Ai-je soupiré? Sébastien a toujours été un garçon ambitieux, voulant toujours plus que ce qu'il avait. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais quelque part en chemin, il a oublié les choses importantes, l'honnêteté, le respect, la famille. Penses-tu qu'il acceptera votre proposition? Il n'a pas le choix. Ai-je haussé les épaules? L'alternative est trop effrayante à envisager, mais ce n'est pas le but. L'important est qu'il réalise ses erreurs et tire une leçon. Sinon, toute cette histoire ne lui apprendra rien. Sophie a hoché la tête, rassemblant ses papiers. Que vas-tu faire ensuite? Vas-tu retourner chez toi? Oui, ai-je souri. Mais d'abord, je vais faire changer les serrures. Par précaution, nous avons payé et quitté le café. La journée était claire et chaude, avec une légère brise apportant l'odeur des tilleuls en fleurs. J'ai inspiré profondément l'odeur, sentant la tension des derniers jours me quitter progressivement. Il y avait encore beaucoup à faire. Rentrer chez moi, remettre les choses en ordre, peut-être même faire la paix avec la famille de mon fils. Mais le plus dur semblait être passé. Tu sais, Sophie, ai-je dit, alors que nous marchions vers sa voiture. À mon âge, on commence à apprécier les choses simples. Un toit au-dessus de la tête, une bonne tasse de thé, la chance de lire un livre tranquillement dans son fauteuil préféré. Je ne voulais pas une guerre avec mon propre fils. Je voulais juste garder ce qui m'était cher. Et tu l'as fait, sourit Sophie. De plus, tu lui as donné une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Je l'espère. Ai-je hoché la tête? Après tout, j'ai été enseignante toute ma vie. Enseigner, c'est ce que je fais de mieux. Ça. Retourner chez moi s'est révélé être une expérience étrange. Je me tenais sur le seuil. Tenant les nouvelles clés, Sophie et moi avions décidé de changer les anciennes serrures le même jour où Sébastien m'avait rendu les clés. Ce n'était pas que je ne faisais pas confiance à mon fils, mais la prudence n'était jamais de trop. La maison semblait presque exactement comme je l'avais laissée quand j'étais partie aux funérailles de Margot Lefebvre. Presque, mais pas tout à fait. Il y avait des signes d'une fouille hâtive. Les tiroirs de la commode sortis et non complètement refermés, les livres sur les étagères déplacées, le tapis du salon froissé. Sébastien cherchait quelque chose, des documents, de l'argent, des objets de valeur. Il avait peut-être trouvé quelques petites choses que je n'avais pas eu le temps de prendre avec moi, mais les choses importantes étaient restées avec moi, les actes de la maison, les relevés bancaires, les enregistrements audio de nos conversations. J'ai marché lentement à travers les pièces, remettant les choses à leur place, rétablissant l'ordre. C'était une sorte de rituel. Je reprenais possession de cette maison, effaçant les traces de l'intrusion dans la chambre. J'ai sorti ma bague de mariage de la boîte à bijoux, la seule chose de valeur que je n'avais pas emportée en partant, non par oubli, mais parce que j'étais sûre que Sébastien ne toucherait pas cet héritage. Et en effet, la bague était toujours là. Peut-être, au fond, mon fils avait encore quelques principes moraux. J'ai passé la première semaine après mon retour à remettre la maison en ordre et à réfléchir à ce qui s'était passé. Sophie appelait régulièrement pour s'assurer que j'allais bien. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sébastien. Puis, le 8e jour, la sonnette a retenti.
Sur le seuil se tenait Hugo, mon petit-fils aîné. Il semblait incertain, se balançant d'un pied sur l'autre et tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Ah, salut, grand-mère, dit-il, me tendant le bouquet. Puis j'entrai. Je me suis écarté silencieusement, le laissant entrer dans la maison. Nous sommes allés dans la cuisine, où j'ai mis les fleurs dans un vase et préparé du thé. « Oh, comment vas-tu » demanda Hugo, quand nous nous sommes assis à table. « Bien, » ai-je répondu. « Et toi ?»« Pas si bien, pour être honnête. » Il a secoué la tête. « Après tout ce qui s'est passé, ce n'est pas le meilleur moment pour la famille. » J'ai attendu silencieusement qu'il continue. Hugo avait toujours été le plus réfléchi de mes petits-enfants, le plus introspectif. Je savais qu'il avait besoin de temps pour formuler ses pensées. « Maman et papa sont au bord du divorce, » dit-il enfin. Après que papa m'a parlé de ses dettes et de ce qu'il prévoyait de faire avec ta maison, maman était furieuse. Ils se disputent tout le temps. Chloé est rarement à la maison, toujours à l'université ou chez sa copine, et moi, je ne sais pas quoi faire. « Que veux-tu faire » ai-je demandé. Hugo a haussé les épaules. « Honnêtement, je veux que les choses redeviennent comme avant, quand nous étions une famille normale, quand nous venions pour les déjeuners du dimanche, et que tu racontais des histoires sur tes élèves, et que papa faisait des blagues, et que maman riait à ces blagues. » J'ai soupiré. C'était de bons moments. En effet, mais ils étaient passés bien avant l'histoire des serrures, progressivement, année après année. Nos relations avaient changé. Sébastien était devenu de plus en plus distant, Céline de plus en plus froide. Les petits-enfants avaient grandi et s'occupaient de leurs affaires. Les déjeuners du dimanche étaient devenus une formalité, puis avaient cessé. On ne me rendait visite qu'aux fêtes, et pas toujours. « Ah, tu sais, Hugo, ai-je dit, parfois, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut construire quelque chose de nouveau, quelque chose, peut-être même meilleur que l'ancien. » Il m'a regardé avec espoir. « Penses-tu que c'est possible, après tout ce qui s'est passé ? » « Je pense que ça vaut la peine d'essayer. » ai-je souri. « Que dirais-tu de relancer la tradition des déjeuners du dimanche, ce dimanche, chez moi? Viendras-tu » Ah, bien sûr. Il a hoché la tête. Les autres. Je les inviterai tous, ai-je dit. Qu'ils décident. Le dimanche, je me suis levé tôt et ai préparé ma tarte tatin spéciale, celle que Sébastien aimait tant enfant. Puis, j'ai rôti un poulet aux herbes, fait de la purée de pommes de terre et une salade. À 14 heures, la table était dressée, la maison nettoyée, et moi, dans ma plus belle robe. J'attendais mes invités. Hugo est arrivé le premier, a aidé à installer les chaises et a apporté une bouteille de bon vin. Chloé est arrivée ensuite, étonnamment soignée et sérieuse, avec une boîte de macarons d'une pâtisserie chic. Sébastien et Céline sont arrivés les derniers. Quand j'avais presque perdu espoir, ils gardaient leur distance, ne parlaient pas, mais le fait qu'ils soient venus ensemble était un bon signe. Le déjeuner a commencé de manière guindée. Nous échangions des phrases formelles, évitant de parler de ce qui s'était passé, mais progressivement, minute après minute. L'atmosphère s'est réchauffée. Hugo a parlé de son nouveau projet au travail. Chloé a partagé ses projets pour un stage d'été. Même Céline s'est un peu détendue. Quand j'ai sincèrement complimenté sa nouvelle coiffure, seul Sébastien restait silencieux, fixant son assiette. Je pouvais voir combien il lui était difficile d'être ici, dans la maison qu'il avait essayé de me prendre, parmi la famille à qui il devait admettre ses erreurs. Après le dessert, quand les petits-enfants sont allés dans le salon choisir un film à regarder et que Céline m'aidait avec la vaisselle, j'ai pris Sébastien à part
Comment vas-tu? Ai-je demandé. Bien, haussa-t-il les épaules, sans me regarder dans les yeux. J'ai vendu ma participation dans l'entreprise, comme toi et Sophie l'aviez suggéré. Remboursé la plupart de mes dettes. Je cherchais un nouveau boulot. Comment ça se passe? Pas si bien, ricana-t-il amèrement. Qui a besoin d'un conseiller financier avec une réputation ternie, l'autorité des marchés financiers a lancé une enquête. S'il trouve des preuves de détournement de fonds de clients, je pourrais perdre ma licence. Je suis désolé. Sébastien, ai-je dit sincèrement, je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je sais, maman, il m'a enfin regardé. C'est ma faute, tout est de ma faute. Je me suis mis dans ce piège, et ensuite j'ai essayé de m'en sortir à tes dépens. C'était indigne. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu un véritable remords dans sa voix, pas un regret ostentatoire, pas une excuse formelle, mais une réelle prise de conscience de son erreur. J'ai une proposition pour toi, ai-je dit. Te souviens-tu de M. Renaud, ton ancien collègue du lycée, celui qui enseignait l'économie? Ah, oui, hoqua-t-il. Il dirige maintenant un centre d'éducation pour adultes. Il cherche un enseignant en littératie financière. J'ai parlé de toi à son sujet. Sébastien m'a regardé avec incrédulité. Tu m'as recommandé, après tout ce que j'ai fait. Tout est-ce mon fils? Sébastien, j'ai posé ma main sur son épaule. Quoi qu'il arrive, et tu as toujours été doué avec les finances. Oui, tu as fait une erreur, une grave erreur, mais ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas une seconde chance. Je ne sais pas quoi dire. Il semblait confus. Merci, maman. Ne me remercie pas d'avance. Et je souris. Le salaire là-bas est bien inférieur à ce dont tu as l'habitude. Et tu devras travailler dur. Mais c'est un travail honnête qui peut aider les gens à éviter les mêmes erreurs que toi. Il a hoché la tête, réfléchissant à mes paroles. Ah, je vais appeler M. Renaud demain. Cette conversation a marqué un tournant. Pas immédiatement. Bien sûr, il a fallu des mois pour reconstruire la confiance. Mais progressivement, notre famille a commencé à rebâtir notre relation. Sébastien a effectivement obtenu un emploi au centre d'éducation. C'était difficile au début. Il a dû non seulement s'habituer à son nouveau travail et à un salaire beaucoup plus modeste, mais aussi lutter contre un sentiment d'humiliation. Un ancien consultant financier prospère. Il enseignait maintenant les bases de l'épargne à des ménagères et des retraités, mais avec le temps, il a trouvé un épanouissement dans ce travail. Son expérience pratique, y compris ses erreurs, s'est révélée précieuse pour ses étudiants. Il pouvait utiliser des exemples concrets pour montrer à quoi pouvait mener l'illettrisme financier et la prise de risques incontrôlée. Lui et Céline ont fini par divorcer. Trop de méfiance et de ressentiment s'étaient accumulés entre eux. Mais le divorce s'est fait de manière civilisée, sans scandale ni règlement de compte public. Céline a déménagé dans une autre ville, plus près de ses parents, et Sébastien est resté à Dinan, louant un petit appartement près du centre. Les petits-enfants ont le plus changé, surtout Chloé, d'une fille frivole, intéressée uniquement par les fêtes et la mode. Elle s'est transformée en une étudiante en droit sérieuse, peut-être influencée par l'exemple de Sophie Laurent, qu'elle a rencontrée lors d'un de nos déjeuners du dimanche. Hugo a également mûri. Il s'est davantage intéressé à l'histoire familiale, me posant des questions sur mes parents, sur ma jeunesse, sur la manière dont Antoine et moi nous sommes rencontrés et avons construit notre vie. Un jour, il a avoué qu'il n'avait jamais réfléchi auparavant à tout le travail et les sacrifices derrière ce qu'il avait toujours tenu pour acquis. Les déjeuners du dimanche sont devenus une tradition
Chaque semaine, ma maison se remplissait de voix, de rires, parfois de disputes, mais toujours d'émotions sincères. Nous sommes redevenus une famille, pas parfaite, avec nos propres problèmes et désaccords, mais authentique. 6 mois après notre premier dîner du dimanche, j'ai décidé qu'il était temps de réaliser un projet longtemps envisagé pour un autre dîner familial. J'ai invité non seulement Sébastien et les petits-enfants, mais aussi Sophie et son nouveau mari, ainsi que quelques vieux amis. Quand tout le monde était à table, je me suis levée et ai légèrement tapé ma fourchette sur mon verre pour attirer l'attention. « J'ai une annonce à faire », ai-je dit, lorsque tout le monde s'est tu. Dans 1 mois, je pars en voyage. En voyage, demanda Sébastien, surpris. Où ça? Au Japon, ai-je souri. D'abord à Kyoto, pour voir les temples et les jardins zen, puis Tokyo, et peut-être Okinawa pendant 3 mois. 3 mois. Hugo semblait choqué. Mais, grand-mère, tu n'as jamais voyagé plus loin que Paris auparavant. C'est précisément pourquoi c'est le moment. Ai-je hoché la tête? J'ai 72 ans, si ce n'est pas maintenant. Quand? Mais la maison? Demanda Sébastien. Qui va s'en occuper? J'ai demandé à Hugo de rester ici pendant mon absence. Ai-je dit? Il a accepté, n'est-ce pas, Hugo? Mon petit-fils a hoché la tête, toujours l'air surpris. J'ai oui, mais je ne savais pas que tu partais pour 3 mois. Où as-tu trouvé l'argent pour un tel voyage? Demanda Sébastien. Ça doit coûter une fortune. J'ai économisé petit à petit ces 15 dernières années. Ai-je dit? Sur un compte spécial que personne ne connaissait. Même toi, Sébastien, avec tous tes emprunts, tu n'y as pas touché. Henri a parcouru la pièce. Mon fils a rougi, mais a souri aussi. Il avait appris à traiter ses erreurs passées avec une dose d'auto-ironie. Et quand as-tu eu le temps de tout planifier? Demanda Chloé. Oh, ça fait longtemps. Lui ai-je fait un clin d'œil, mais j'ai finalisé les détails récemment, avec l'aide de Sophie. Elle m'a aidé à réserver les hôtels et les excursions. Tous les regards se sont tournés vers Sophie, qui a souri modestement. « Votre grand-mère est une personne très déterminée, dit-elle. Quand elle décide quelque chose, rien ne peut l'arrêter. »« C'est vrai, » murmura Sébastien, et tout le monde a ri de nouveau. Le reste de la soirée s'est passé à discuter de mon prochain voyage. Chloé m'a conseillé sur les vêtements à emporter, Hugo s'inquiétait de la sécurité, et Sébastien a suggéré d'installer une application d'urgence sur mon téléphone. Je les écoutais avec un sourire, sentant mon cœur se remplir de chaleur. Ils prenaient soin de moi, non pas comme d'une vieille dame sans défense, mais comme d'une personne aimée qui se lançait dans une grande aventure. Quand les invités sont partis, et que Sophie et moi étions seuls, rangeant la vaisselle, elle a dit pensivement « Tu sais, Madeleine, tu as changé ta famille. La façon dont ils te regardent, maintenant, avec respect, avec admiration, ce n'est plus comme avant. Ce sont eux qui ont changé. » Ai-je secoué la tête? Je n'étais que moi-même. Peut-être, sourit Sophie. Mais tu leur as montré qui tu es vraiment, et ça a changé beaucoup de choses. J'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. Peut-être avait-elle raison. Toute ma vie, j'avais essayé d'être une bonne mère, grand-mère, enseignante, de prendre soin des autres, de soutenir, d'aider, mais quelque part en chemin. J'avais laissé ma famille, oublié que j'étais plus que ces rôles, que j'étais une personne avec mes propres rêves, projets, force de caractère. Ce n'est que lorsqu'ils ont essayé de me retirer mon autonomie que j'ai enfin montré cette facette de moi
Tu sais quel est mon plus grand regret? J'ai dit à Sophie. De ne pas l'avoir fait plus tôt, je n'ai pas établi de limite. Je ne leur ai pas rappelé que je mérite du respect. Peut-être que, si je l'avais fait, nous aurions pu éviter toute cette histoire avec les serrures et les menaces judiciaires. Peut-être, hocha-t-elle, mais parfois, il faut une crise pour réaliser ce qui est vraiment important et trouver la force de changer les choses. J'ai hoché la tête en accord. La crise avait changé les choses, à la fois dans ma famille et en moi. Je suis devenue plus confiante, plus déterminée. J'ai cessé d'avoir peur des conflits et de la désapprobation. J'ai appris à affirmer mes limites et à dire non quand c'était nécessaire. Et 1 mois plus tard, j'ai réellement pris l'avion pour Kyoto. Je me tenais sous la pluie fine japonaise, regardant les temples anciens, déambuler dans les jardins zen, admirant la sérénité des paysages. Buvais un thé matcha authentique dans un petit salon de thé à Uji, me prélassais sur une plage d'Okinawa, contemplant la mer turquoise. Et chaque semaine, j'appelais chez moi, racontant mes aventures. Ils écoutaient avec intérêt, posaient des questions, demandaient des photos, et je sentais que je vivais enfin la vie dont j'avais toujours rêvé, mais que j'avais repoussée à plus tard. Quand je suis revenue, bronzée et pleine d'impressions, ils m'ont accueillie à l'aéroport avec des fleurs et des pancartes. Même Céline est venue de sa nouvelle ville. Et à la maison, j'ai été surprise de trouver une salle de bain rénovée dont j'avais rêvé pendant des années, mais pour laquelle je n'avais jamais trouvé l'argent ni l'énergie. C'est de nous tous, dit Sébastien, alors que je regardais, émerveillé, la nouvelle douche et les beaux carreaux. Nous avons pensé que tu méritais une petite mise à jour dans la maison. Merci, l'ai-je serré dans mes bras, les larmes me montant aux yeux. C'est un magnifique cadeau. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à quel point les choses s'étaient déroulées étrangement. La tentative de me priver de ma maison avait abouti à ce que cette maison devienne encore plus mienne. La tentative de m'exclure des décisions familiales avait rendu ma voix plus forte. Essayer de m'écarter à cause de mon âge avait fait voir à tous que j'étais encore pleine de vie et de projets. Sur la table de chevet se trouvait un guide de l'Inde. Mon prochain rêve. À côté, un carnet avec des notes sur les endroits que je voulais visiter. L'âge n'était pas un obstacle pour rêver. Je l'avais prouvé à moi-même et à ma famille. Je me suis endormie avec un sourire, pensant que parfois la fin d'une histoire devient le début d'une autre, beaucoup plus intéressante, et qu'à 72 ans, la vie peut être tout aussi colorée et intense qu'à 30 ou 40 ans. Il suffit d'avoir le courage de vivre comme on veut, et non comme les autres l'attendent de vous.